Bonjour à tous. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, la dernière fois, on vous a fait un question-réponse et du coup, tu as évoqué quelque chose qui a titillé la curiosité de beaucoup de personnes. Ouais. Tu as parlé en fait de ton expérience sur le terrain en tant que militaire. Yes, ouais. Voilà, et du coup, plein de gens m'ont posé des questions qui voulaient en savoir plus. En gros, pourquoi tu as quitté ce milieu-là, Ouais. toi qui aimes tant la France, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé en gros, pourquoi tu es parti? Bah, c'est vrai qu'on a reçu pas mal de questions du coup sur Instagram, sur Telegram, pour en savoir plus par rapport à ça. Donc l'idée, ce qu'on va faire là, c'est que bah, on va un petit peu échanger là-dessus. Il y a le chien qui est venu. Ah mon gros, il sait qu'il n'a pas le droit de venir là. Et là, il Il dit, profite de la on vidéo. peut pas m'engueuler. C'est bon. Donc voilà, l'idée c'est aussi ça, c'est aussi de vous partager un petit peu ce que j'ai vécu à l'intérieur en fait. Mon but c'est pas du tout de partir en mode c'est que négatif et d'avoir une vision binaire des choses. Donc voilà, moi je veux juste vous partager ce que j'ai vu avec mes yeux, après vous faites l'interprétation un petit peu comme vous la voulez. C'est comme toi, tu l'as vécu Ouais, comme moi je l'ai vécu. dans ton système. Exactement, et puis je veux pas non plus... ça peut être facile de partir dans des biais cognitifs quand après, a posteriori, on a une autre vision des choses et puis on peut voir trop facilement le mal partout. Donc voilà, le but c'est en toute honnêteté, en toute humilité, voilà, vous expliquer tout ça sans, j'espère sans vous influencer et pour qu'ensuite vous puissiez vous faire votre opinion. Après, si d'ici un mois ou deux, vous n'avez plus de nouvelles de moi, que je suis porté disparu, Parce qu'en ce moment, tout le monde disparaît, les médecins disparaissent. c'est Franchement, clair. ça fait flipper quoi. Donc vous saurez que ce sera à cause de On va ça. peut-être pas trop parce que tu m'as dit je vais faire des révélations mais je vais pas trop en dire parce que ça Ouais. je pourrais pas le dire. Alors, je suis plus soumis au devoir de réserve, donc il n'y a pas de problème. Je peux balancer un petit peu des... Ouais mais bon, il y a des des trucs choses. que tu m'as dit à moi, voilà. Ouais, on verra de toute façon dans le fil de l'interview comment ça va dérouler. Voilà, en tout cas, je voulais juste préciser ça, c'est mon expérience, c'est mon histoire. Peut-être que des fois, il y aura un petit peu d'influence de ma part, je m'en excuse. Moi, mon idée, c'est aussi que vous puissiez vous faire votre avis. Après, il faut bien comprendre que l'armée française, elle est financée par qui? Par les Français, c'est aussi notre argent. Et je pense que c'est... Enfin, moi, je suis chef d'entreprise, je cotise quand même... J'ai voilà. envie de savoir où va ton argent. J'ai quoi. envie de savoir où ça va, comment c'est utilisé, et pas de la manière qu'on veut nous le faire croire, quoi. J'ai envie de savoir, de par la parole de soldats, de personnes qui sont à l'intérieur, tout comme dans les hôpitaux, on a beaucoup d'infos qui fuitent, et ce sont les infirmières qui nous parlent, des choses comme ça, et je pense que ça c'est intéressant qu'on le sache. Donc c'est aussi pour ça que les personnes, notre audience nous a envoyé beaucoup de messages pour que je prenne la parole, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Mais déjà c'est bien que tu puisses avoir le courage de le faire parce que c'est pas évident. Donc alors la question première que je me pose c'est pourquoi? Pourquoi t'es parti? Pourquoi je me suis engagé, du coup? Ouais, déjà pourquoi tu t'es engagé et après pourquoi t'en es parti? Oui, d'accord. Pourquoi je me suis engagé? Ouais. Donc moi j'étais volontaire, hein, d'accord? C'était il y a 15 ans. Il y a personne qui t'a poussé? Non, un c'était truc pas mon de père en service fils, militaire, non, j'ai pas de parents militaires ni quoi que ce soit. C'était pas mon service militaire, je me suis engagé pour entrer en tant que professionnel volontaire. J'avais signé un contrat de 5 ans. Donc peut-être que je peux expliquer un peu mon parcours avant pour que certaines personnes puissent comprendre. Ouais, ce serait intéressant, je pense, surtout pour les hommes. Donc moi, j'ai pas d'antécédents militaires. Mon père, il a fait dans les chasseurs alpins son service militaire, comme beaucoup d'hommes. J'ai mon grand-père qui a été malheureusement enrôlé de force dans la Wehrmacht parce que moi je suis lorrain de base et donc il a été se battre sur le front russe. Il s'est évadé de la Wehrmacht et il a erré pendant quelques années à se planquer en Russie. Donc voilà, c'était pas génial pour lui. Il avait que ce passif-là militaire. Et j'ai comme beaucoup de Lorrains et d'Alsaciens, mes arrière-grands-parents qui se sont battus en 14-18. Enfin, mes arrière-grands-pères qui se sont battus aussi en 14-18. Donc, c'est vrai qu'en Alsace-Lorraine, on a tout un patrimoine par rapport aux guerres franco-germaniques. Donc voilà, mais j'ai jamais eu vraiment de militaire de carrière, on va dire, dans ma lignée. Donc, moi je suis un ado, on va dire un enfant de base, j'ai pas vraiment de présence paternelle. Mon père il est parti quand j'étais en CE2, je crois. Donc j'ai toujours manqué de présence paternelle. J'ai eu un beau-père qui n'avait pas vraiment son rôle et j'ai toujours fréquenté des jeunes garçons plus vieux que moi, qui avaient tendance à m'influencer, des choses comme ça. J'ai toujours essayé de chercher des repères en fait chez d'autres hommes
des modèles, des exemples, parce que j'étais toujours en carence, on va dire, d'image paternelle. J'ai eu une mère qui était très protectrice, voire à tendance oedipienne. Donc c'était un petit peu compliqué pour moi d'exprimer pleinement ma virilité, d'exprimer l'homme que j'étais. Tu as vécu dans un milieu très féminin aussi. Oui, j'ai été, exactement, merci de le préciser, j'ai été élevé par une mère et par ma sœur et ma mère, ma sœur qui était plus âgée que moi. Donc c'est vrai que dès que je me comportais un peu trop comme un homme, bah, ça les choquait, c'était tout de suite « Oula, ne te comporte pas comme une brute, ne sois pas si violent, etc. » Donc ça réfrénait un petit peu mes instincts masculins. J'arrive vite, comme beaucoup d'hommes de ma génération, à quasiment ma majorité, à être un bon consommateur, en fait. Donc je joue aux jeux vidéo, je mange McDo, je bois du Coca, et puis je consomme, quoi. Voilà, je bois de l'alcool, je suis tous les soirs en boîte de nuit. Je suis un petit peu un assisté du bocal, voilà, et ma mère qui me fait encore à bouffer parfois, où je ne sais même pas me faire cuire un œuf en fait. Je vais manger des pizzas buitoni surgelées, des kebabs, des McDo. Je passe mes journées, ça n'existait pas Netflix, mais devant la télé et devant les jeux vidéo. Donc voilà, ma vie manque vraiment de sens et je pense que le fait que j'ai pas eu de père, présent en tout cas, joue énormément. Il y a un élément qui va être assez déclencheur, c'est que je vais me faire casser la gueule en fait. Je vais me faire casser la gueule une fois, voilà, je vais me faire agresser, raqueter et je me rends compte à quel point je suis une merde et à quel point ce manque de repères m'a complètement manqué dans ma construction et puis ça m'interpelle. L'idée commence à mûrir, j'ai toujours été passionné en fait du Seigneur des Anneaux, j'ai toujours été passionné des guerriers en fait, j'ai toujours été passionné de l'histoire française. J'ai toujours aimé la France, j'ai toujours aimé mon pays, j'ai toujours été très patriote. J'ai toujours adoré ça. Mes deux grands-pères me parlaient sans cesse de la guerre, me parlaient sans cesse de la France, me parlaient de la victoire de la France, me parlaient du général de Gaulle. Donc j'ai quand même ce patrimoine qui était très présent chez eux. Et voilà, j'aime la France, j'aime mon pays, j'aime les chevaliers. Je pense que moi, le militaire français, c'est pas par chauviniste que je vais dire ça, mais c'est vraiment pour moi le soldat, le guerrier parfait, le guerrier ultime. Que ce soit dans toute l'histoire de la France, hein, vous prenez... Ouais, en fait, si on prend la chronologie, on prend les Celtes, qui ont donné énormément de fil à retordre à Jules César, les Celtes, les Gaulois. On a les croisés, les chevaliers, les croisés. À 100 contre 1000, ils gagnaient, c'est ce que je veux dire, voilà. À 100 contre 1000, ils gagnaient, c'était des guerriers absolument incroyables. On a eu le grognard napoléonien, enfin voilà... Si vous vous intéressez un petit peu à l'histoire, on peut penser ce qu'on veut de Napoléon, mais les hommes qui se sont battus pour Napoléon, c'était des surhommes, quoi. On a eu le poilu. À la fin de 14-18, l'armée française, c'était l'armée la plus puissante au monde. Voilà, elle a fait l'unanimité. C'était waouh, ce qu'ils ont vécu dans les tranchées, c'était inhumain. Et aucun autre guerrier n'a pu vraiment vivre ça, sauf le guerrier français. Mais en même temps, quand je me regardais dans un miroir à l'époque, je voyais un jeune homme tout frêle, je sais pas, je pesais 60 kilos, je savais pas me battre, j'étais tout maigre. Voilà, donc je faisais quand même pas mal de sport, mais j'avais le goût du sport, je faisais des sports d'endurance, notamment du cyclisme que j'ai fait pendant des années, et ça j'aimais bien, quoi. Donc voilà, je me retrouve, j'ai pas loin des 18 ans, je me pose des questions. J'ai fait pas mal de petits boulots qui m'ont pas du tout passionné. J'ai travaillé dans... Non, pas dans les boules. Ouais, c'est ça. J'ai travaillé dans le bâtiment. J'ai travaillé à la sécurité sociale. J'ai travaillé chez Leclerc, chez Carrefour, donc l'été. Donc ma mère travaillait justement, elle était fonctionnaire et mon beau-père il était prof. Donc voilà, je suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche et vu que je voulais avoir un ordinateur, me payer une voiture, me payer mon permis, bah, je suis allé travailler. Je suis allé me confronter au monde du travail l'été et ce que j'y trouvais ne me plaisait pas du tout et ça connectait pas justement aux valeurs que je cherchais, à tout ce qui est guerrier, chevalier, virilité que je recherchais en fait, tous les repères que je recherchais, enfin voilà, c'est pas, ça collait pas du tout. Et donc du coup, je suis allé passer mes tests. J'avais le bac, et je suis allé au centre de recrutement et je me suis dit, bon bah voilà, bonjour messieurs, je veux devenir militaire, où est-ce qu'on signe, comment on fait? Donc je suis allé passer mes tests, j'ai réussi mes tests haut la main.
J'ai des bons résultats et donc ils m'ont dit, bah voilà, tu peux faire sous-officier, tu as une belle carrière devant toi, qu'est-ce que tu veux faire? Donc moi, je voulais vraiment en chier en fait. J'avais vraiment pour ambition d'en chier un maximum et je voulais aller dans les régiments les plus prestigieux qui soient, donc je voulais aller dans l'infanterie en fait. L'infanterie, tu sais ce que c'est toi? Non. Okay. Je me fie à Céline, comme ça... J'ai une petite idée, mais si tu peux nous préciser ce que c'est que l'infanterie, c'est ouais, bien. je me fie à Céline parce que moi, vu que je suis un petit peu... T'es dedans. J'ai baigné dedans. Ce sera plus facile si elle me dit que des trucs qu'elle ne comprend pas, comme ça je vous explique. D'accord? Donc l'infanterie, c'est quoi? En gros, c'est les gens qui sont au contact. Okay, donc dans l'armée, vous avez plusieurs armes. Donc il y a le génie, par exemple, qui va s'occuper, je schématise bien sûr, qui va s'occuper de construire des ponts. D'accord? C'est les mécaniciens, c'est les ouvriers de l'armée. Ils vont construire un pont, ils vont construire une base, etc. Ils ont des grues, voilà. Vous avez les transmissions, ceux qui vont poser une antenne pour qu'on puisse tous ensemble communiquer. Vous avez le matériel, donc voilà, c'est ceux qui sont en train de trier les treillis, qui sont en train de trier les slips, les rangers. Voilà, il y a toute la logistique, exactement, l'administration, l'informatique, donc toutes ces personnes-là. Et puis il y a les combattants. Donc c'est l'infanterie. Voilà, c'est l'infanterie, donc il y a les fantassins, c'est vraiment les personnes qui vont au contact de l'ennemi, c'est des guerriers. Voilà, ça peut être les parachutistes, l'infanterie de marine, l'infanterie, les légionnaires, les régiments d'infanterie chez les légionnaires, etc. C'est vraiment le guerrier. Et moi, c'est ce que je voulais faire. Voilà, je voulais vraiment en chier un maximum et c'est les armes les plus prestigieuses. Donc je me suis naturellement dirigé vers ça et je ne voulais pas en démordre de ça. Donc l'instructeur m'a dit, ok, c'est cool, si tu veux faire sous-officier dans l'infanterie, bah, par contre, il y a un peu d'attente, il faudra que tu attendes 1 an. Bon, rien de prévu, je me suis dit, ok, il n'y a pas de problème, je vais attendre. Et pendant ce temps-là, ma mère, qui n'était pas du tout d'accord à l'époque que je m'engage, qui était très protectrice et donc très peureuse de ce qui pouvait m'arriver de grave, me disait, écoute, va faire un BTS. Au moins, si on ne sait pas ce qui peut se passer à l'armée, bah, tu auras un diplôme dans la poche. Et puis voilà. Donc je vais faire un BTS et un BTS banque. Tu fais très banquier. Ah oui, bonjour, alors, vous voulez un crédit, madame? Ok, donc je vais faire un BTS banque et... T'as kiffé ce moment, non? Ah ouais, carrément. Ok, donc faut revoir la scène, j'ai même pas 20 ans. Et je me rappelle, j'avais été chez Jules m'acheter une veste de costume, sauf que j'avais pas d'épaule, j'avais des épaules qui tombaient vers le bas, je ressemblais à rien. Et donc je vais faire un BTS banque et dans le BTS banque, ils me disent, bah voilà, faut que tu ailles faire un stage en fait dans une banque, c'est en alternance, etc. Donc tu vas aller travailler dans une banque 2 semaines par mois et tu vas te faire au milieu de la banque, etc. Je me dis, bon, d'accord, en attendant que j'aille à l'armée, je vais là-dedans, donc je ressemblais à un porte-manteau avec ma veste là. Et je passe les 2 semaines les plus horribles de ma vie dans ce BTS banque à rendre des pièces. J'étais dans un petit village de Lorraine horrible et à rendre des pièces de centimes en fait. Je vois des personnes âgées qui viennent avec des énormes rouleaux de pièces et qui me disent bonjour, je veux un billet de 10 € en fait. Ou des gens qui viennent au guichet et me pleurer dans les bras parce qu'ils sont à moins 100 € ou à moins 200 €. Je suis là, je sais pas, moi, des fois je vais à la banque, je vois un petit jeune comme ça en costume qui me fait trop penser à moi, qui comprend rien. Je sais pas, c'est déjà arrivé toi d'aller à la banque et de voir un petit jeune comme ça. Ah oui. Et ben voilà, c'était moi. Et donc je passe ces 2 semaines absolument horribles. Je me voyais toute ma vie faire ça et j'étais en dépression en fait. Je me suis dit je vais me suicider, c'est pas possible. Et c'était tellement pas moi et tellement pas ce que je voulais et tellement... Enfin voilà, moi j'étais en pleine recherche de ma puissance. Et de ma virilité, de ma masculinité. J'étais plein de testostérone, je commençais vraiment à me développer en tant qu'homme et être là, cul de plomb derrière un bureau, j'avais qu'une envie, c'était de me jeter par la fenêtre. Donc j'appelle, je sors de 2 semaines là, j'étais mal, et j'appelle mon recruteur de l'armée et je lui dis mon adjudant-chef, je signe, je pars demain, est-ce que vous avez une place quelque part? Ouais, je dis, vous me trouvez une place n'importe où dans l'infanterie, le plus rapidement possible, et je pars. Donc il y avait une caserne qui était pas trop loin de chez moi, à Loré des Vosges, là, dans un régiment d'infanterie, c'était à 2-3 heures de route de chez moi. Je me rappelle
Je me rappelle comme si c'était hier, mais c'était il y a 15 ans. Et moi, je devais rentrer en décembre, quoi. Donc là, on était en novembre. Il me dit, en gros, tu pars dans 3 semaines. Là, et tout de suite, la joie qui circule en moi. Je dis, ouais, alléluia. J'appelle le BTS. Ah, je me barre, je reviendrai plus jamais. Adieu, bande de cons et tout. Je vous emmerde, dégagez dans T'avais quel âge là, 20 ans? Non, j'avais 19 ans. 19? Ouais, c'était en 2006. Ok. Donc c'était en 2006 et je rends mon tablier, je sais pas quoi, mais je me casse de là. Et donc je commence ma préparation militaire initiale. Je commence à faire mes classes. En fait, dans tous les régiments, on va dire, ça fonctionne à peu près comme ça. Enfin, maintenant, voilà, moi je vais aussi raconter des trucs d'il y a 15 ans. Ouais. Donc peut-être qu'il y a plein de choses qui ont changé, et s'il y a des choses qui ne sont pas d'actualité, bah, je suis désolé, peut-être c'est des choses qui seront erronées, et voilà, c'est moi ce que j'ai vécu. Donc comment ça se passait? Peut-être que maintenant ça a changé. On avait 2 mois de formation initiale, formation militaire initiale, c'est-à-dire que n'importe quel militaire, c'est-à-dire le mec que vous voyez en treillis, qui trie des slips dans le matériel, celui qui met des radios pour les transmissions, celui qui est derrière son ordinateur, il est obligé de passer par cette formation initiale de 2 mois où on va lui apprendre en fait à être un militaire, c'est-à-dire à saluer, à marcher au pas, à démonter un FAMAS, enfin c'était un FAMAS à l'époque, à tirer avec un FAMAS, tout un tas de choses, à cirer ses rangers, bref, on va lui apprendre la discipline, un minimum pour que si un jour en opération, on n'en sait rien, en Afghanistan, il y a un débordement dans le camp et tous les gens qui sont là derrière les ordinateurs doivent aller au combat, il faut qu'ils sachent un minimum se démerder et qu'ils sachent utiliser une arme. Donc il y a ces 2 mois et ensuite il y a 4 mois de spécialisation. Moi j'ai fait 4 mois de spécialisation pour vraiment là devenir un fantassin et pouvoir savoir vraiment aller me servir d'autres armes, etc., etc. Justement, là, tu me parles de tes classes. Ouais. À l'époque, il y avait encore le service militaire. Oui, alors pas, je crois que ça c'est, je veux pas dire de bêtises, mais dans les années 99 ou un truc comme ça s'est arrêté, je crois que c'était plus obligatoire, ou même avant. Donc toi, t'étais pas obligé Non, de faire ton j'étais service pas obligé de faire mon militaire. service. D'accord. Mais du coup, vu que le service militaire s'est arrêté, est-ce que tu penses pas qu'il y a eu un souci aussi de ce côté-là? Est-ce que c'était pas indispensable finalement pour créer des hommes forts et que le fait d'enlever le service militaire, ça crée des hommes qui sont plus peureux ou qui vont pas se rebeller ou... Comment tu vois la chose? Ouais, c'est hyper pertinent ce que tu me dis. Donc encore une fois, moi je vais raconter un peu ce que j'ai vécu. Alors, ça me fait penser à une anecdote qui m'est arrivée du coup quand je me suis engagé et tout ça. Donc je pars faire donc mes classes. Donc j'ai fait 6 mois en tout de classes. Donc vraiment, j'ai trouvé ce que j'étais venu chercher. Donc moi j'étais dans un régiment où c'était quand même assez, le niveau était assez élevé. Mon régiment il s'appelait la Petite Légion. C'est un régiment assez prestigieux d'infanterie et vraiment le niveau était intéressant, on va dire. On est arrivé à 55 engagés et on a terminé les classes, on était 9. Ok. Donc il y a eu une bonne sélection, il y a eu beaucoup d'abandon, d'arrêt. Il y a des gens pour qui c'était trop difficile, puis il y a des gens aussi qui se sont rendus compte que c'était pas fait pour eux, tout simplement. Il y avait de toutes les nationalités, on va dire des Français, mais de différentes origines. Il y avait des gens, des personnes qui venaient des îles aussi, beaucoup de mecs des îles. Très sympa d'ailleurs, super moment. Je me rappelle, il y avait un Tahitien qui avait jamais vu la neige. On était dans les Vosges, donc ça l'a un peu surpris. On a passé des nuits, il faisait moins 17. Voilà, donc j'en ai chié, vraiment j'en ai chié, c'était génial. Je me suis réveillé parfois dans des flaques d'eau, on ne dormait pas, on se faisait réveiller à 3h du matin, on se faisait coxer, on se faisait taper dessus, on faisait des pompes à pas d'heure, enfin voilà, c'était génial. Moi, c'est des souvenirs qui, rien que d'en parler, j'en frissonne, c'était une super expérience. Ouais, aujourd'hui, le moindre petit débordement de quoi que ce soit, En fait, est-ce qu'on ne crée pas des faibles finalement, à force de trop nous mettre dans du coton tout le temps? Exactement, et je pense que je vais y venir dans le reste de la vidéo. Ouais, du coup, durant ces classes, j'en ai vraiment chié, quoi. Vraiment, vraiment. Et durant toute cette année, on nous réveillait, on chantait des chants militaires. J'adore les chants militaires, encore aujourd'hui. Hein. J'écoute des chants militaires. Des fois, j'écoute des chants militaires, c'est de me dire, oh, tu fais chier avec tes chants militaires, mais j'adore. Oh là là. Et voilà, c'est un truc de mec. Hein. Ça te prend aux tripes et ça te change, quoi. Vraiment dans... Tu baignes dans de la testostérone, dans de la virilité, dans de la masculinité. On luttait dans toutes les guerres, perdu nos pères pour plus de liberté.
c'est super quoi, de retrouver ça, d'avoir cette fraternité. Moi, j'ai jamais connu ça. J'avais jamais connu ça. J'ai été élevé par des femmes, donc vivre ça, j'ai adoré. Et puis je prenais beaucoup mon chef de section ou mes différents supérieurs comme père ou comme repère, et j'adorais cette relation hiérarchique qu'il y avait avec eux. Donc je fais mes classes pendant ces 6 mois. Je me transforme physiquement aussi, bien sûr. Hein. J'étais passé d'un sédentaire cul de plomb BTS Banque à aller dans l'infanterie, quoi. Donc il y a plein de choses que je fais que j'avais jamais fait de ma vie, marcher ou pas, faire autant de pompes, faire tout ça, courir, on courait énormément, il faisait froid, on était confrontés au froid, on dormait par terre, on dormait sans tente, on a passé 6 mois de classe, on dormait sans tente en fait. On avait une bâche et puis on dormait à même le sol, il faisait moins 17 la nuit, c'était fou quoi. Dans des petits sacs de couchage, voilà, génial. Et donc moi j'avais une copine, c'était ça cette anecdote dont je voulais te parler, j'avais une copine à l'époque, et elle me connaissait un peu métrosexuel et masculé de 18 ans, consommateur à fond. Et je suis revenu, on va dire, au bout d'un an, parce que j'ai fait mes classes de 6 mois. J'ai passé un peu de temps en compagnie de combat et je suis très rapidement parti en République centrafricaine, ma première mission. Et du coup, elle m'a quasiment pas vu pendant un an, quoi. Pendant les classes, on rentre très peu chez nous, on rentrait très peu chez nous. Je suis revenu un petit peu, et au bout de 2-3 mois, je suis parti. Et je suis parti 6 mois quasiment. Donc en fait, je suis revenu de Centrafrique et elle avait un homme complètement différent devant elle. Elle avait un homme pour le coup. Donc ma voix, elle avait complètement changé. Elle avait une voix grave à force de chanter. J'avais pris 20 kilos. Okay, 20 kilos de muscles. Peut-être que j'ai encore des photos. Je faisais 60 kilos à l'époque. Quand je suis parti, j'en faisais 80 quand je suis vraiment revenu, quoi. Et puis bon, tu pars 6 mois en Afrique, la République centrafricaine c'est un des pays les plus pauvres au monde, et tu vois des choses et tu fais des choses qui te transforment. Donc forcément, j'étais complètement différent, et pour revenir à ce que tu dis, oui, un service militaire qui durerait un an, je pense te transformer complètement. Et aujourd'hui, je ne sais pas si c'est une volonté, je ne veux pas sombrer dans un espèce de complotisme ou d'une vision binaire des choses, mais quand je vois en 2021 ce qu'on a fait de l'homme. Ah, maintenant on peut plus dire il. Hein. Ouais. Faut dire yel maintenant, il n'y a plus de genre. Là on est en train de castrer complètement. Et puis tous les féministes aussi. Enfin, ça, ce sera certainement un autre sujet de vidéo parce que voilà, on parle beaucoup de ça. Et... On a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais en tout cas, moi qui suis un homme et qui parle forcément avec des hommes, et entre hommes je vois, l'homme est complètement émasculé, on vit dans un univers métrosexuel et le moindre mot, rien que dire le mot virilité, on est des gros enfoirés, quoi. Okay, donc l'homme perd sa place, et quand je vois tout ce qu'ils ont fait, je dis mais je sais pas, voilà, j'aime pas faire la victime et dire il y a des grands méchants au pouvoir, tout est voulu, voilà, ils ont tout fait pour que la société devienne comme ça. Je me pose tous les jours cette question, je ne sais pas s'il y a une volonté propre derrière ça ou si c'est le résultat de la société, mais au final on s'en fiche parce que c'est le résultat qui compte. Le résultat, c'est que les hommes en sont là, et que moi je côtoie beaucoup d'hommes qui sont en souffrance, qui n'ont peut-être pas fait les expériences que j'ai fait, qui n'ont pas été justement nourrir toutes ces valeurs dont doit être nourri un homme pour être équilibré et épanoui. Et je pense que tu as raison, on les avait dans le service militaire, on les avait énormément. Je prends aussi l'exemple de se battre. Okay, moi je me suis fait casser le nez, je ne sais pas si vous voyez, j'ai un nez de... Il n'est pas très beau mon nez, je me suis fait casser le nez. Mais tous les jours il revient avec des bleus partout et il est dans un fight club, donc tout va bien. Fight club, n'importe quoi, je fais des sports de combat, quoi. Et rien que ça. Non, mais rien que le film Fight Club déjà, quand tu le regardes... Oui, voilà, le film Fight Club, c'est une super analyse du progressisme et de l'homme postmoderne qui n'est pas du tout adapté à cette société qui ne dort plus la nuit, qui a des insomnies et qui devient complètement taré, quoi, et qui devient schizophrène. Qui n'arrive pas à trouver sa place aussi. Qui ne trouve pas sa place dans ce monde émasculé. Vraiment, regardez ce film, il est vraiment génial, moi c'est un des films préférés. Par rapport au service militaire, voilà, rien que déjà se battre en fait. Vous comprenez déjà, quand moi j'ai vécu les choses. Je me suis jamais battu, ou à chaque fois que je me battais, je me faisais casser la gueule littéralement quand j'étais ado ou quand j'avais 18 ans. C'est sûr qu'on arrive à l'armée, on apprend à se battre, puis on se fait vraiment taper dessus. Moi, je me suis fait casser le nez, on se fait coxer. Je me suis attaché à un arbre avec des serflex pendant une bonne partie de la nuit. Je me suis fait, voilà, c'est des petites séances, on se fait castagner pour qu'on nous tire des informations. Donc tout ça, c'est des traditions en fait.
moi, mon père a vécu ça, mes grands-parents, mon grand-père, on va même pas en parler parce que c'est. Voilà. Et c'est ce qui forge un homme en fait. Et le fait d'avoir jamais vécu ça, qu'est-ce qui se passe? Sur un plan physiologique et psychologique, eh ben, on va vivre dans la peur. Tant qu'on ne s'est pas bien fait casser la gueule une fois dans sa vie, puis qu'on voit qu'on n'est pas mort, voilà, je me suis cassé le nez, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je suis toujours là. Ce qui tue pas rend plus fort. Exactement. Et il y a une phrase d'Erasme que j'adore, qui est « On ne naît pas homme, on le devient ». J'adore cette phrase. Et je pense que le service militaire nous aidait à devenir un homme. Et donc, le fait de s'être jamais battu, de ne pas savoir se battre, ça va générer en nous une peur. Et cette peur, je pense qu'elle est énormément exploitée. Et ça fait que, vu qu'on ne sait pas se battre, vu qu'on a peur, vu qu'on ne sait même pas servir d'une arme ou quoi que ce soit, tout ça, c'est des trucs qui sont très obscurs pour nous, et ben ça fait des gens, ça fait des hommes qui sont bien dociles, en fait. Ouais. Qui sont surtout pas révolutionnaires, qui sont surtout pas résistants, et qui sont bien domestiqués, et qui ne pourront pas sortir du secteur tertiaire, okay, des bureaux, de leur cul de plomb. Voilà, j'ai l'impression vraiment, c'est mon avis, je ne veux pas influencer les gens ni quoi que ce soit, moi ce que j'en vois, et c'est vrai que le fait qu'ils aient enlevé le service militaire, ça peut jouer là-dessus, c'est qu'on a tout fait pour rendre les hommes de plus en plus faibles, et que le seul lien qui aurait pu justement faire d'eux des hommes, eh ben, on l'a su créer il y a quelques années, quoi. Là, il y a un petit débat, un pseudo-débat qui est là, sous-jacent, que j'entends déjà les personnes qui écoutent la vidéo dire qu'ils prônent la non-violence, qu'il faut justement être à fond dans le nouveau monde, être dans l'amour, etc., etc. Mais je me dis que là, aujourd'hui, s'ils arrivent à prendre autant d'ampleur dans ce qu'ils font, dans le totalitarisme qui est en train de nous arriver sur la tronche, cette dictature, etc., en partie, je pense que c'est dû à beaucoup de personnes, et surtout du masculin, qui ne bouge pas aujourd'hui, qui fait rien, je dis pas qui fait rien, mais qui a certainement peur. Ouais. C'est un peu cette image, tu sais, du mec qui est derrière son canapé et qui dit, peut-être c'était les deux images entre la guerre de 40 et puis la guerre de 2021, quoi. Bah, donc le mec, il est derrière son canapé et il n'ose pas. C'est vrai qu'en 2 générations, le clivage, il est juste hallucinant, quoi. C'est dingue, quoi. Je veux dire, moi, je vois mon grand-père, un qui était résistant, un qui était sur le front russe. Et à cette époque-là, jamais ils auraient permis jamais ils auraient, ce qui se passe aujourd'hui. Jamais ils auraient... on le voit bien ce qui s'est passé. Donc il y a eu de la résistance, il y a eu des combats, enfin voilà. En fait, c'est pas forcément. Il y a eu une oppression qui. C'est pas forcément prôner la violence, c'est juste dire, ok, on sait se défendre en cas d'ennemi extérieur. Aujourd'hui, on est attaqué par un ennemi extérieur qui est presque invisible. On ne sait même pas qui attaquer en fait. On ne sait pas qui nous attaque. C'est ça qui est dramatique dans cette guerre d'information spirituelle. Je vois beaucoup de résignation en fait chez les hommes, et je vois que ce côté guerrier, malheureusement, n'est pas nourri, et je pense que c'est ce qui manque aux gens pour en fait se réveiller tout simplement, quoi. Ouais. Et pour revenir au champ militaire, voilà, quand vous vivez en fait une année entouré d'hommes comme ça à chanter des chants militaires, je ne sais pas si vous en avez déjà écouté les paroles des chants militaires. Là tu parles plus à des hommes, hein. Ouais, bien sûr, mais en fait quand vous vivez comme ça vous transforme complètement et ça vous marque au fer rouge. Écoutez, allez parler à ceux qui ont des pères de leur service militaire. Moi, mon père m'a parlé, du peu que je l'ai connu, tout le temps il parlait de ça. Mes grands-parents, mes grands-pères me parlaient tout le temps de l'armée, de la guerre. J'ai vécu ça. Et encore aujourd'hui, moi qui ai vécu ça, j'en parle souvent à Céline. Pourquoi? Parce que ça te forge, ça vous forge, c'est incroyable. Et les chants militaires me restent dans la tête, en fait on ne peut pas l'enlever. C'est un lavage de cerveau incroyable. Oui, c'est la même chose qu'ils font aujourd'hui avec ce qui se passe. Je suis complètement d'accord. Avec le coco, toute la journée, t'entends à la télé, donc tu deviens devenir un floussard parce que t'entends ça tout le temps. Exactement. Je te donne un exemple d'un chant militaire qui est très connu, qui s'appelle la Blanche Hermine. Et dans la Blanche Hermine, l'histoire du chant, en gros, c'est t'as une espèce de paysan, un badaud, je sais pas quoi là, qui voit une troupe de soldats en fait partir au combat. Et il demande à la troupe de soldats, mais qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous allez? Et puis là, les soldats, ils répondent fort, nous allons tendre des embuscades à l'oppresseur, etc. Et le paysan, là, il leur répond, moi je dis que c'est folie d'aller perdre sa vie au front. Il leur dit, voilà, c'est de la folie d'aller se battre, etc. Et les guerriers, donc les soldats, lui répondent, moi je dis que c'est folie de vivre ainsi enchaîné. Tu vois? Allez, vous camarades, avec vos
folie d'aller faire la guerre au fond. Moi je dis que c'est folie d'être enchaîné plus longtemps. Donc tous les champs militaires, pas tous, mais la plupart des champs militaires, il y a toujours vérité, il y a quoi. beaucoup de vérité, ces petites histoires, et qui en fait prônent la liberté. Oui, oui. Prône ce côté résistant. Vous écoutez les partisans ou des chants comme ça. Ouais, donc en gros, de plus écouter ça, de plus faire son service militaire, en gros, ça crée des bons esclaves, dociles, Ouais. qui se rebellent pas, qui disent rien, il n'y a plus de résistants, quoi. Ouais, c'est une hypothèse. Voilà. Est-ce que ça a été enlevé exprès ou quoi que ce soit? C'est un autre débat. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que effectivement, ça nous aide pas dans le combat qu'on mène aujourd'hui face à cet ennemi, comme disait Céline, invisible, quoi. Du coup, là maintenant, tu me dis tout ça, tu as l'air hyper passionné, tu as l'air hyper content d'avoir été là-dedans, etc. Qu'est-ce qui a fait que tu es parti? Pourquoi tu es parti? Ouais, ben justement, on va y venir. Je pense que c'est super intéressant de parler de tout ça. Donc là, je vous ai expliqué comment j'y suis venu, je vous parlais de mes classes. Et là, je vais vous parler de mon expérience, de ce que j'ai pu voir sur le terrain. Donc j'ai gardé toujours un esprit assez critique par rapport à tout ce que je vivais. Et je voulais pas non plus, même si j'adhérais beaucoup à tout ça, et que j'étais patriote, et que je le suis toujours, je voulais pas rester dans le dogme et, voilà, et avaler tout ce qu'on me disait, voilà, et me dire ça c'est tout blanc, l'armée française est magnifique. Donc j'ai toujours conservé cet esprit critique que je garde toujours, Dieu merci, et j'espère le garder, même si c'est un peu compliqué en ce moment. Donc, ma première mission, ça a été en République centrafricaine, voilà, en RCA. Et j'ai vu des choses, dès ma première mission, qui m'ont mis la puce à l'oreille, et où je me suis dit, bordel, je crois que je ne suis pas au bon endroit. Et je suis pas de mon côté. Je crois que je ne suis pas du bon côté. Ok, donc je vais expliquer. Donc, j'arrive en RCA, on arrivait, une des premières missions qu'on avait, c'était de retaper, réhabiliter un camp. Je vais essayer de peut-être mettre des photos si j'en retrouve. Je sais que j'avais des photos sur un disque dur, pourquoi pas les partager. Et on devait réhabiliter du coup un camp qu'on allait partager avec les FACA, les Forces Armées Centrafricaines. Donc on a travaillé justement à la restructuration de ce camp militaire. Pour qu'on puisse tous y vivre. Donc voilà, il n'était pas en piteux état, je crois que c'était la Légion qui avait commencé à le construire, et nous on a continué sa refonte, on va dire. Donc on arrive sur ce camp, et donc on fait des trucs de militaire, quoi, hein. On monte la garde, on fait des rondes, des choses comme ça, et il y a quelque chose qui m'interpelle fortement dès les premiers jours quand on arrive sur ce camp, c'est la présence de civils. Okay, donc je vois qu'il y a beaucoup de civils, on monte la garde dans le camp, et on a un checkpoint, on laisse rentrer certaines personnes, d'autres on les refuse, et je vois qu'on laisse quand même rentrer beaucoup de civils, et il y a des civils carrément qui sont des Français, des ressortissants français qui sont installés sur le camp, qui sont toujours à se balader avec des pick-up, et puis on commence à demander, à poser des questions, mais qui c'est ces civils? Ça reste, on ne lui dit pas trop, on dit bon bah voilà, on les appelle les civils, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Sauf que voilà, on passe 6 mois dans un camp, en autarcie quasiment, et ben les langues commencent à se délier petit à petit, et puis bon, l'alcool aide beaucoup à ça. Toi, tu fais voir ton adjudant, tu sais. Alors, allez, vas-y, raconte qui c'est. Voilà, c'est quoi? Donc voilà, au bout d'un moment, il n'y a plus de secret pour personne. Je veux dire, vous vivez 6 mois avec les mêmes mecs, voilà quoi. Et donc, même les civils commençaient à passer aussi un peu de temps avec nous. On picolait voilà, le samedi soir, le dimanche, le vendredi soir ensemble. Donc quand nos gardes se terminaient. Avec notre argent. Ah non, c'était notre argent. Ça va là. C'était nous, on se le payait quoi. Ça, elle est bien Céline, elle analyse tout ça. Alors, il faut savoir aussi que les missions, nous on adorait partir en mission parce que quand vous êtes en mission, vous êtes payé 2,5 fois votre solde. Donc en gros, tu dépenses rien en plus. Et en plus tu dépenses rien, tout est T'es nourri, blanchi. T'es nourri, logé, blanchi, tout ce que tu veux. Et blanchi, c'est le cas de le dire, parce qu'il y a même des gens qui te font la lessive. Donc pour ça, c'est cool. Enfin, ça dépend des missions. Mais voilà, en gros, pour quelqu'un qui gagne 1300, 1400 euros de base, on arrive vite à 3000, plus de 3000, et sachant qu'il y a 0 dépense, quoi. Donc ça, c'est vraiment génial. On part 6 mois, et ça, c'était super. Moi, ça m'a aussi permis d'investir par la suite. Donc ça, c'était vraiment cool, en rentrant de mission. Donc ça, c'est aussi un des points positifs de ce que j'ai retiré de mon expérience. Donc, je vais en République centrafricaine, j'y suis. On commence à sympathiser un petit peu avec les civils, et puis on commence à se rendre compte que ces civils, c'est des gens qui travaillent
pour des grandes entreprises dans les énergies et qui sont hébergés dans notre camp, voilà. Donc en fait, vous êtes la garde rapprochée de... Ça, c'est les conclusions que t'en tires. Ah oui, d'accord. Ok. En fait, on se met là, on te fait croire que c'est pour faire quelque chose, mais finalement, c'est pour protéger... Moi, je suis juste là pour ramener des faits. Ah d'accord, oui, voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. Céline, tu en tires les conclusions que tu veux. Moi, je suis là pour raconter mon histoire. Après, vous faites ce que vous voulez. Complotiste, hein. Ok, donc, il se passe ça, on commence à sympathiser avec eux et tout. Et je me rends compte qu'effectivement, il y a ces gens qui vivent dans le camp, qui sont hébergés, qui ont carrément une petite cabane. Nous, on vivait dans des espèces de hangars qu'on avait retapés et tout ça. Et voilà. Et puis eux vivent là, et ce sont des ressortissants, ils font des allées et venues. Et puis le temps passe durant cette mission, et puis on commence à faire ce qu'on appelle des tournées de province. Une tournée de province, qu'est-ce que c'est? On part avec un groupe, une section, une quarantaine d'hommes en armes, avec un camion, avec les gilets pare-balles. Il faut bien se dire qu'on est en République centrafricaine, c'est quand même un pays qui pue un peu. Hein. Faites des recherches sur Wikipédia, sur les derniers conflits qu'il y a eu. On n'était pas rassurés non plus, quoi. Ouais, mais est-ce qu'ils n'ont pas des raisons aussi d'être un peu comme ça? Je pense, on va y venir après, mais voilà. Donc bref, on est en RCA et on va faire des tournées de province, ce qu'on appelle des tournées de province, et on va en fait dans des villages, on va dans la Cambrousse, comme par hasard avec les fameux pick-up blancs et les ressortissants qui sont avec nous, et c'est vrai que ça ressemble un peu plus à une escorte qu'à des missions humanitaires ou des choses comme ça. Donc en fait, là, en général, ce qu'on faisait, c'est qu'on se posait pendant 1-2 semaines dans un bâtiment, dans une vieille école ou dans un bureau de poste désaffecté, et on campait là pendant 2 semaines, on faisait carrément des tours de garde, voilà, c'était quand même un milieu relativement hostile. Et il y avait un groupe qui allait faire de l'humanitaire. Moi par exemple, plusieurs fois, on a été refaire un champ, voilà, on débroussaillait totalement une parcelle de jungle, et on construisait un champ, on déviait une rivière pour les habitants, et tous les habitants étaient contents. Et pendant ce temps, il y avait un autre groupe qui allait escorter un petit peu les Ouais, tu fais un peu diversion, quoi. Ouais, avec le recul, je me dis, putain, c'était quand même bizarre. Voilà, donc plusieurs fois, on a fait des choses comme ça, des choses similaires. Donc là... D'autres noms, hein, qui sont tous pour le bien de l'humanité. Hein. Voilà, ouais. Je veux dire, Bill, vous Ouais. savez qui, je pense qu'il venait avec tous ces VV là à fond. Donc, moi, c'est ce que j'ai vu. Voilà, c'est ce que j'ai vu à l'époque. Et c'est ce qui a commencé à me mettre la puce à l'oreille. C'est ce qui a commencé à me mettre la puce à l'oreille. Et à l'époque, Internet, ça n'existait pas. Hein. Ok, on est en 2007, là, à l'époque, 2008, c'était pas développé comme aujourd'hui. Et même si j'avais tout ça qui commençait à venir comme question, ben, je sais pas, je pouvais même pas faire des recherches, ça n'existait pas, ou très peu, et il n'y avait rien qui fuitait, quoi, ni quoi que ce soit. Donc je me suis forgé mon opinion par moi-même. Et donc, sur les différentes missions que j'ai faites, plusieurs fois, j'ai pu remarquer des choses comme ça. Ensuite, en faisant ce genre de mission, je me suis aussi aperçu que du niveau de pauvreté, en fait, et du niveau de détresse dans lequel vivaient ces personnes, on est dans des pays qui sont carrément des pays du tiers-monde. Alors voilà, on n'est pas non plus 100% responsable de tout ce qu'ils vivent, eux, au niveau de leur civilisation, et je pense qu'ils ont sur le plan de leur pays et de leur peuple, leur responsabilité, bien évidemment. Mais je me demande ce qu'on fait là, en fait. Je me demande clairement ce qu'on fait là. Je me rappelle, on avait interdiction de leur donner des rations, des pains de guerre, en fait. Le pain de guerre, c'est des espèces de biscuits comme ça qui sont vraiment pas bons, que nous, on ne mangeait pas parce qu'on avait la chance d'avoir un boulanger dans le camp qui nous faisait du pain avec une farine de là-bas, hein. Et donc on ne mangeait pas nos pains de guerre, donc dans nos placards on avait des grandes réserves de pain de guerre, et on avait interdiction de leur donner du pain de guerre, parce que si on donnait du pain de guerre à des enfants par exemple, ils s'entretuaient. Je raconte pas de bêtises, ils s'entretuaient vraiment pour une bouteille d'eau ou pour 2 biscuits. Donc on avait interdiction de leur donner. Voilà, c'est des choses qui te font quand même mal au cœur, en fait, de voir ces conditions-là. Et on se battait, on va dire, un petit peu contre les rebelles. Alors je sais qu'il y a toute une influence djihadiste, etc., etc. Bref, je ne vais pas rentrer dans ce débat plutôt politique. Mais je me disais quand même, imagine, par exemple, il y a des Chinois. Il y a les Chinois qui viennent en France,
Merde, ils sont déjà là. Merde, on est en merde. train de. On va bientôt passer au crédit social. Ouais, c'est clair, mais on va dire, voilà, il y a l'armée chinoise qui débarque en France et qui pose des antennes 5G partout. Ah merde, ça aussi. Ah merde. T'as dit un mot interdit. Oh là là, horrible. On va dire non, mais voilà, il y a l'armée chinoise qui vient en France et qui commence à, moi j'habite dans la montagne, qui commence à aller installer des trucs bizarres dans ma montagne, ou aller piller ma montagne. Comment je le vivrais en fait? Bah ouais. Je le vivrais comme une agression et je pense que je deviendrais rebelle ou résistant et que je m'enrôlerais dans une milice et que j'irais les buter, quoi. C'est surtout si toi t'es là et t'as rien à bouffer et autour de toi Bien sûr. ils ont des moyens de fou et qui viennent te piquer tes réserves, ressources, ouais. tes ressources, ouais il y a de quoi. Donc exactement, c'est ce que dit Céline. Il y a beaucoup de choses qui ont commencé à germer en moi parce que je voyais des choses qui n'étaient pas du tout alignées. Moi j'étais venu chercher à l'armée des choses, des valeurs, de l'honneur, des vertus que je ne trouvais pas du tout. En fait, dans les missions qu'on accomplissait, moi ça ne m'intéressait pas d'aller, entre guillemets, escorter des gens qui pillent ce pays, ni être au service de politiques qui ont que des intérêts financiers. Et je veux dire, je risquais quand même ma vie, quoi. Aller au fin fond de l'Afrique, faire une tournée de province et monter la garde en pleine nuit dans une région pareille, ben voilà, c'est pas rassurant, quoi. On a eu des choses on a eu des événements où je te dis merde, je vais peut-être y rester, quoi. Donc si ta cause elle est noble, si ton truc, tu te bats pour des idées, pour des idéaux, pour des valeurs qui te sont profondes, il n'y a pas de problème. Si tu vas défendre vraiment des pauvres Français, ton pays, face à une agression réelle, peut-être sur le territoire français, face à une oppression, il n'y a pas de problème. Si tu vas défendre, comme au temps par exemple des chevaliers, de la féodalité, la veuve et l'orphelin du méchant agresseur viking ou peu importe l'agresseur, il n'y a pas de problème, c'est cool. Je trouve que ça m'aurait vraiment fait kiffer. Mais là, aller dans un pays où il y a des gens qui crèvent la dalle, tu sais que tu es là au service, il n'y a aucun intérêt en fait, tu les appauvris encore plus, et quand ils essayent de se défendre, ben, tu les igouilles, quoi. Donc forcément, ça a commencé à déclencher des trucs chez moi, et j'étais plus aligné avec ça. Ensuite, il y a d'autres choses par rapport à des missions que j'ai plus effectuées du coup en métropole, qui m'ont mis la puce à l'oreille. C'est quand je faisais des missions de surveillance, de renseignement au niveau d'aéroports. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que par rapport aux avions, on était tenus, donc on avait chaque début de semaine. Oula, tu parles d'un sujet encore qui est tendu là. Ouais. Je vais m'auto-censurer certains mots. Donc en fait, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'on avait chaque début de semaine, on nous disait oui, bon bah voilà, il y a un avion I1, hein, d'accord, à telle heure, tel jour. Et donc à ce moment-là, on allait en véhicule, on faisait des rondes autour de l'aéroport pour être bien sûr qu'il n'y avait pas de terroristes qui tiraient sur l'avion I1, hein, d'accord. IALien. Et c'était les seuls avions qu'on surveillait. Voilà. Encore une fois, moi je balance l'info, vous en faites ce que vous voulez. Alors oui, bien sûr, on peut dire oui, mais c'est un risque, on ne veut pas qu'il y ait d'attentats sur notre territoire. C'est très dangereux d'avoir des attentats sur notre territoire. Ok, moi je l'ai ressenti d'une manière complètement différente et c'est mon interprétation, libre à vous d'en faire la même. Autre chose qui m'a dégoûté sur le plan opérationnel, c'est en mission, c'est les officiers. Alors, je ne veux pas rentrer dans une lutte de classe, les militaires du rang versus les sous-officiers versus les officiers. Ok, je suis juste là pour constater les choses. C'est en fait, les officiers, bon, ils me font un peu penser à certains officiers, je ne veux pas généraliser, mais les vieux officiers, ils me font un peu penser à. Castex, Véran. Ouais, en fait, ils me font penser à un genre de Castex et de Véran en treillis. Tu vois, le mec, c'est une merde en fait. Tu vois, c'est une sous-merde, mais elle a un treillis, donc ça va. T'as des vieux officiers, des mecs qui ont du bagage. Tu vois, c'est des bonhommes en fait. Ils t'imposent le respect, t'as pas envie d'aller les faire chier. Et tu vois que les mecs, ils sont balèzes, ils sont costauds, puis ils ont de la prestance, ils ont du charisme. Combien de fois j'ai fait des stages de self-défense ou de ce qu'on appelle le TUR avec
des sous-off ou des officiers qui savaient se battre, qui étaient sportifs, qui avaient 50, 60 ans, qui m'ont littéralement pété la gueule, et je les respecte. Voilà. Mais à côté de ça, tu as une population d'officiers qui sont des vieux croulants, et on dirait des hommes politiques en fait. Et c'est des culs de plomb, tu le vois très bien. C'est des officiers, des commandants, des lieutenants-colonels, des colonels, des généraux 4 étoiles, qui sont en fait aux commandes de cette armée. Et nous on les voyait, par exemple, en opération, il y a ce qu'on appelle le vaguemestre. Le vaguemestre, c'est le facteur en fait, c'est celui qui donne le courrier. Et donc le vaguemestre, souvent, il y en avait un, et comme par hasard, je veux dire, c'est un travail de... Tout le monde peut faire ça, un simple première classe ou caporal peut faire vaguemestre, il n'y a rien de compliqué. Mais non, c'était un officier qui était complètement planqué, qui était pépère, caché dans son truc là, et qui touchait 2,5 fois sa solde. Ok, la solde d'un officier, c'est pas 1 500 €. Donc tout ça, c'est des anecdotes à la con en fait, hein. Mais c'était que ça en permanence. Et ces officiers-là, ces planqués, ces culs de plomb, ces mecs qui ressemblent à rien, ces espèces d'hommes politiques en treillis, mais en fait c'est eux qui dirigent l'armée. C'est eux qui prennent toutes les décisions, c'est les têtes pensantes. Les têtes pensantes. Ouais, je me pose si c'est eux les têtes pensantes ou s'ils ont des ordres, ils sont juste là pour appliquer les ordres. Et donc il y a un truc qui m'a littéralement pué au nez, c'était de devoir répondre et suivre les ordres de merde pareil. En fait. Voilà. C'est surtout que les ordres étaient débiles, non? Ah, mais complètement débiles. En fait, ce que je dis souvent à Céline, c'est que le parallèle que je fais, et je pense que souvent on se trompe quand on est comme ça dans la résistance, quand on voit un petit peu le complot partout, je pense que c'est un truc un peu trop facile, je suis pas naïf, mais voilà. Et quand on a eu affaire à des hommes politiques, quand on a eu affaire à des officiers comme ça, des chefs de corps et des têtes pensantes de l'armée, on se rend compte à quel point c'est des gens qui sont complètement idiots, qui ont certes une intelligence, parce qu'ils ont fait Saint-Cyr, une intelligence, qui sont intelligents académiquement parlant, ou peut-être ils n'ont pas de sens de réflexion en fait. Exactement, ils ont peut-être une intelligence de terrain, voilà, ils ont un QI élevé, mais ils n'ont pas d'intelligence émotionnelle, ils n'ont pas d'intelligence relationnelle. Ils ont une intelligence artificielle, je pense. Ouais, c'est un peu ça, tu vois. Et souvent, pour faire le parallèle à ça, je dis à Céline, mais en fait, j'ai vraiment l'impression que... C'est des portails organiques, en fait. Ouais, là, on entre dans un autre débat, quoi, mais... Voilà, c'est... Moi, je me rappelle que des fois, on était confrontés à des problématiques de terrain. On nous demandait bien sûr pas notre avis, nous, on devait juste faire les choses qu'eux, ils avaient décidées. Mais nous, on leur disait, mais monsieur, mais en fait, la solution, mon colonel, ce que tu veux, mais en fait, la solution, c'est juste de faire ça, en fait. Et puis la mission, elle est réglée. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, exactement comme ce qu'on vit aujourd'hui. Je veux dire, la solution, bah, en fait, vous avez juste à leur donner les médicaments qui soignent et à mettre plus de lits d'hôpitaux. Ah non, mais voilà. En fait, c'est marrant parce que c'est exactement le même genre de comportement que moi j'ai été. Ben, je pense que eux pensent de manière plutôt banquier, argent. Ouais. Qu'est-ce qui va leur apporter le plus d'argent? Qu'est-ce qui va... Tu vois, aujourd'hui c'est ce qui se passe aussi, hein. C'est pour ça que ding ding à chaque dose, voilà, c'est ce qui rapporte le plus d'argent. Ouais. Un médicament à 1 ou 2 euros, et puis après t'es soigné, il n'y a plus rien, ça les intéresse pas, hein. Exactement. Ouais. Enfin, moi je suis dans le milieu pharmaceutique, donc je peux vous le dire qu'un patient guéri c'est un client perdu, hein. Donc voilà, donc c'est cette politique-là. Ouais, le parallèle il est vraiment chouette par rapport au milieu pharmaceutique, mais enfin voilà. Ce qui m'a vraiment dégoûté et terminé par rapport à mon expérience, ça a été voilà, d'obéir à des gens que je trouvais complètement idiots. Ça m'aurait pas du tout dégoûté d'obéir à des gens charismatiques qui m'auraient mené vers un combat juste. Sauf que c'était pas du tout le cas. Il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas de loyauté, ouais, t'as pas trouvé tout ça en fait. Ah non, pas du tout, ça m'a complètement dégoûté et c'est pour ça d'ailleurs que je suis parti plus tôt, au lieu de faire 5 ans, j'ai fait un peu plus de 4 ans et je me suis barré, j'ai dit non mais en fait ça m'a dégoûté. J'étais plus du tout à ma place et j'arrivais même plus à me regarder dans le miroir et à me dire voilà ce que je fais c'est bien en fait. Ouais, et tu voyais aussi, tu m'avais raconté beaucoup d'argent aussi qui était investi dans des trucs, dans des chars et tout ça. Ouais, alors, tu m'en avais pas parlé aussi. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui l'armée française elle est vraiment opérationnelle? Oh là là. Ok, donc tu veux qu'on
Tu veux qu'on aille sur ce terrain? Vas-y. Ah, ok. Donc pour ceux qui nous regardent, pour les personnes qui nous regardent, accrochez-vous bien à votre portefeuille, à votre porte-monnaie, parce que là, ça risque d'envoyer du lourd. Je vais révéler pas mal de choses par rapport à ça. Donc encore une fois, moi, c'est d'abord ce que j'ai vu, ce que j'ai pu observer, et puis après, j'ai fait mes petites recherches, et ce que j'ai vu sur le terrain, j'ai fait mes petites recherches, et je me suis aperçu que ce qu'on me disait, c'était la vérité. Donc, la première grosse arnaque, on va dire, de l'armée française, c'est le char Leclerc. Voilà, c'est le char Leclerc. Donc, je vais vous raconter une petite anecdote et comment j'ai découvert ça. Donc, je suis allé à Mourmelon, voilà, le camp tristement célèbre de Mourmelon. Tu sais pourquoi il est... Non, bon, ok. Il y avait eu une petite anecdote, voilà, par rapport à ça. Une histoire qui avait fait un petit peu de bruit dans les journaux par rapport au camp de Mourmelon, bref. Et donc, dans ce camp-là, il y a aussi un régiment qui s'appelle le 501-503, et c'est un régiment de chars, voilà, où il y a des chars. Et moi, je vais faire une manœuvre, en fait, j'étais sur le terrain à Mourmelon, et je vais manger à la cantine, enfin à l'ordinaire, qu'on appelle ça, à l'armée, bref, c'est la cantine. Et je vois un mec qui avait fait cette fameuse formation de 2 mois de classe avec moi, générale, voilà, formation générale pour apprendre à être militaire. Et je le vois, je dis hey, salut, comment c'est, ça va? Il était dans ma chambre, super, je m'entendais super bien avec lui. Et on se parle, il me dit bah écoute, viens, on va au foyer boire une bière ce soir, et puis comme ça on va se raconter un petit peu nos vies, quoi. Donc je vais le voir, on va au foyer, on commence à discuter. Et moi je lui demande, bah alors, raconte-moi comment ça se passe. Il voulait être pilote de char ou je sais pas quoi. T'as enfin pu conduire un T'as char. enfin pu conduire un char Leclerc et tout. Et il me dit, t'es malade, grosse désillusion pour moi. Comme on disait dans le jargon, je me tape la pine. En gros, je fais rien de mes journées, je m'ennuie. Et il me raconte qu'en fait, il a jamais piloté de char. Je sais pas s'il était pilote de char, mais en fait, ils sont 3 en équipage sur un char. Je sais pas s'il était mécano, bref, je sais plus. Et il me dit qu'en fait il fait rien. Il me dit que le char Leclerc c'est une grosse merde, qu'il a jamais, voilà, qui s'en sert absolument pas, qui fait jamais d'exercice avec, ni quoi que ce soit, qui reste planqué dans des hangars parce que c'est un char qui craint énormément l'humidité, qui a des gros problèmes de freinage, il y a des gros problèmes avec la tourelle. Il me raconte aussi que c'est un char qui n'a jamais tiré un seul missile en opération, donc il avait fait le Kosovo et le Liban, il me semble, mais c'était sur des opérations de coalition. Donc voilà, c'est un char absolument magnifique qui n'a jamais fait quoi que ce soit comme exploit et qui reste planqué dans des hangars. Donc moi je le regarde interloqué, je me dis waouh, moi je sais pas, en étant déjà militaire, je pensais que c'était un truc incroyable. Toi tu... Je sais pas, moi j'imagine que t'as des chars, voilà. Qu'est-ce que tu avais entendu toi comme civil là-dessus? Pas grand chose, moi, tu sais. Ouais. J'avais juste entendu qu'on avait acheté une quantité astronomique de chars. Dans ta tête, tu te dis, bon, bah c'est bon, on est protégé, quoi. Ouais, puis que ça coûtait cher quand même. Oui, j'imagine que ça doit coûter super cher. Enfin, je n'ai pas du tout d'ordre d'idée, hein. Je ne suis pas renseigné là-dessus. Hein. Justement, je vais pouvoir en parler. Et donc, ce mec-là me met la puce à l'oreille. Et je me dis, bah tiens, je vais commencer à me renseigner. Parce que c'est vrai que même moi, en étant dans le milieu, j'étais un peu endoctriné. Et ça me vendait pas mal du rêve. Et donc, je commence à me renseigner plus en profondeur. Et puis ça, voilà, même pour ma culture militaire, je voulais savoir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec ce fameux char Leclerc? Faut revenir en pleine guerre froide. Et donc, les Russes étaient les gros méchants ennemis. Et les Russes, ils avaient des chars un peu mieux que les nôtres. Il y avait des T-80, T-90. Et là, la France a pris peur. Elle s'est dit, oh mon Dieu, les méchants Russes communistes, ils ont toute une armada de chars, on va prendre cher s'ils nous attaquent. Et là, donc, ils ont appelé, c'était GIAT, je crois, ils leur ont dit, en gros, c'est ceux qui fabriquent leur armement. Il a dit, oulala, on va fabriquer nos propres chars. Ils étaient d'abord renseignés pour acheter des chars israéliens, après des chars américains, puis ils se sont dit, bah non, on va fabriquer les nôtres, hein, en bon français, on va fabriquer les meilleurs chars du monde. Donc, ils ont appelé ça, cette entreprise-là. Et ils ont mis des années à développer ce concept. Sauf qu'ils ont balancé une commande de 1400 chars Leclerc. 1400 1400 chars Leclerc. Le coût du char Leclerc à l'époque, c'était 2 millions d'euros. 2 millions d'euros à l'époque. 1400 à 2 millions. Ça fait combien en tout là? Je vais te donner l'addition finale, tu vas fumer de la tête. Et donc ils se disent, on va commander 1400 chars pour pouvoir contrer les Russes s'ils nous attaquent.
Sauf que malin comme ils sont, les coûts de production, le délai de production de 1400 chars, ça s'est étalé. Ils ont eu des gros retards de livraison. Et quand ils ont commencé à pouvoir livrer les chars, la guerre était finie. La guerre froide était finie. Le bloc de l'Est a été complètement dissous, donc il n'y avait plus de menace. 1991, c'est terminé quoi. Ouais, mais bon, tu te dis, c'est bien, l'armée française, elle a des chars, on sait jamais. Voilà, donc ce qui s'est passé, l'état-major a arrêté la production. Ils se sont dit, non, on ne va pas en commander 1400, on va en commander à peu près 400. Je n'ai pas vraiment les chiffres exacts. N'hésitez pas si vous voulez, si ça vous intéresse, tout ce que je vous dis, de toute façon, vous le trouvez sur Internet. Même, il y a eu un rapport qui est sorti par rapport aux déficiences du char Leclerc. Donc, voilà, c'est peut-être pas 400 exactement, peut-être 360, je ne sais plus. Mais bref, donc il y a toujours près de 400 chars qui ont été commandés et mis en service. Pour une bagatelle c'est monté à 8 millions le char. Voilà, c'était initialement prévu 2 millions, mais vu qu'ils en ont commandé moins, vu que le coût des matériaux a augmenté, que l'inflation et tous ces trucs, on s'est retrouvé avec une addition de 8 millions par char. Et le char Leclerc va coûter en tout à la France à peu près 8 milliards. 8 milliards d'euros entre toute la logistique, le nombre de chars commandés, les réparations, etc. etc. Il n'y a pas d'argent magique. À ce prix-là, ça marche. Eh ben non, justement, par rapport à ce que je viens de te dire, tu te rends compte que ça ne marche pas. Donc en fait, les chars Leclerc aujourd'hui dorment dans des hangars. Et en gros, ils ont été en opération une seule opération en 2015 qui était au Yémen. Une quinzaine de chars Leclerc, et c'est la seule fois où ils ont connu le feu. Voilà. C'était durant quelques mois. Ça va, il marche. Non, justement, c'est ce que j'explique. Ils marchent, mais en fait, ça coûte tellement cher de les faire marcher. Alors, il y a eu en 2018 un concours, entre guillemets, avec tous les chars du monde qui étaient représentés. Et la France, incroyable, elle a remporté ce concours avec le char Leclerc. Apparemment, c'est le meilleur char du monde. Mais voilà, en gros, si on enlève toutes les problématiques logistiques, tout le coût de fabrication, qu'on met tous les mécanos, etc., ça c'est typique de la France. Quand on doit faire des concours hors opérationnel, ça marche super bien. Mais quand tu es vraiment sur le terrain, on n'a pas du tout la logistique ni l'infrastructure. Et là, donc, on a, en gros, nous, Français, on a 360 chars qui dorment dans un hangar et qui servent à rien. Et qui sont très fragiles à l'humidité et qui ont des problématiques de tourelles, de freins, entre autres, et qui sont pas du tout opérationnels, qui ont coûté 8 milliards. Alors attends, le clou, je vais terminer là-dessus par rapport au char Leclerc, c'est qu'en 2021, en pleine crise... en pleine crise de coco, qu'est-ce qui se passe ? L'état-major a décidé, l'état-major des armées, a décidé de moderniser le char Leclerc pour un coût d'1 milliard d'euros, en pleine crise. Donc là, le char Leclerc va être entièrement modernisé. Alors, je sais pas, il y a pas. Les hôpitaux sont pas en crise. Exactement, il y a plus de lits d'hôpital. On est en pan des mines. Et on va aller investir dans des chars Leclerc. Voilà, c'est ça. Donc, mais par contre, les hôpitaux, c'est... Exact, donc on voit vraiment toute... Oui, mais j'ai vu qu'ils ont investi dans des drones, je sais plus combien de milliers d'euros, millions d'euros. Ils ont investi dans la police, dans plein de choses, mais pas dans les... Par contre, les hôpitaux sont toujours à l'agonie, quoi. Qu'est-ce que tu as comme question ? Non, l'autre question, c'était... je me souviens, tu m'avais parlé des prototypes qu'on te présentait... Oui. Et qui était complètement farfelu et tu disais mais c'est pas possible, en fait si je mets ça sur moi, ce prototype là, j'explose en vol. Alors après le char Leclerc, on va parler du système félin. On va parler du système félin qui veut dire fantassin équipé de liaison... Interconnecté. Ouais, donc en gros, ce serait le fantassin du futur, d'accord ? En nitrate, c'est le guerrier bionique un peu. Donc franchement, sur le papier, ça vend du rêve, c'est un truc incroyable. Vous le voyez, vous êtes de l'extérieur, vous êtes un civil, vous ne connaissez pas grand-chose au militaire, à l'univers militaire et à l'univers du combat. Et vous voyez un mec équipé en félin, vous dites « Waouh, ça envoie du bois, ça envoie du lourd ». Donc c'est quoi en fait ? C'est un fantassin lambda, sauf qu'il va avoir un équipement beaucoup plus avancé, qui va avoir une arme avec une jumelle, avec une vision nocturne intégrée, qui va avoir un système de communication et de liaison en temps réel avec toute son équipe, qui va avoir des ordinateurs ici, qui va avoir un casque en fait avec une technologie en ostéophonie, c'est-à-dire qu'on n'entendra jamais la voix des transmissions. C'est un petit casque que vous mettez sur vos tempes et donc si moi je vais parler, mon coéquipier il ne va pas m'entendre dans ses oreilles.
il va m'entendre dans ses tempes par un système en fait de vibration. Donc c'est assez incroyable. Si déjà à l'époque il y avait tout ça, j'imagine maintenant. Donc c'est un système de vibration là, mais en fait aujourd'hui vous en trouvez sur n'importe où, hein. Vous en trouvez dans le civil, des Walkman qui vous envoient juste de la musique, enfin des écouteurs, la musique à ce niveau-là, ça fait une vibration et vous l'entendez. Donc voilà, ça c'est le fantassin connecté. Alors les Américains, ils ont développé un prototype comme ça, ils se sont rendus compte que c'était de la grosse merde, ils ont abandonné le projet. Mais nous les Français, on s'est dit oh là là, ça a l'air super. Encore une fois, ces fameux Castex et Véran en tri ont dû prendre les décisions et signer des papiers. Je dirais moi dans le milieu pharmaceutique, quand on vient nous présenter un médicament c'est de ouf, en ça. disant ça va soigner la terre entière, tout le monde signe et en fait au bout de 6 mois, tout le monde a crevé et on retire le médicament du marché. Quoi. Et ben, dans l'armée, et c'est ce qui m'a dégoûté, j'ai vu exactement les mêmes choses. Le Charles Leclerc, pour moi, ben voilà, c'est des généraux 5 étoiles, cul de plomb, qui ressemblent à rien, qui sont exactement comme des hommes politiques. Il y a un groupe qui vient voir monsieur qui doit prendre la décision, on vous donne des pots de vin. C'est des suppositions, encore une fois, c'est ma vision des choses, c'est ce que je pense qui se passe. Et je pense que ça peut pas être différemment vu la merde. Sur 6 millions, ils ont dû empocher sévère quand même. Vu la merde qu'on nous livre, je me dis c'est pas possible qu'on accepte ça. Enfin, moi je vois les choses dans le civil. Il y a un entrepreneur qui vient chez moi qui me pond une bouse, je sais pas, un plombier qui me pond une bouse lamentable. Et je le dégage à coup de pied et je le paye pas. Voilà, c'est le truc basique. Avoir un char qui coûte beaucoup trop d'argent, un char qui dort dans un coin, c'est inconcevable pour moi. Et donc on va arriver au système félin. Il n'y a pas d'argent magique. Il n'y a pas d'argent magique. Mais il n'y a pas d'argent magique. Il n'y a pas d'argent magique. Donc on nous vend le système félin. Et moi j'ai eu le privilège, attention, la chance d'être un des premiers fantassins, donc tout mon régiment, à justement pouvoir inaugurer en exclusivité ce magnifique système félin absolument incroyable. Alors nous on était super contents parce qu'on nous a vendu le truc en mode ça va être un truc incroyable, ça va être d'enfer. Ça va révolutionner le combat en zone urbaine, ça va révolutionner le théâtre opérationnel. Ben, incroyable. Donc on reçoit au régiment des immenses camions qui débarquent au régiment avec plein de caisses, qui nous livrent ça. Il y a tout un bâtiment on est formé pour utiliser ce système et tout ça. Très vite, on se rend compte que c'est de la merde en fait. Alors je vous explique un petit peu les choses. On a un FAMAS. Toujours un FAMAS. Alors, il faut savoir déjà que le FAMAS, j'en parle pas tellement c'est de la merde. C'est une arme en fait. Vous êtes en train de tirer avec un FAMAS, le chargeur tombe. Ok, donc c'est possible que votre chargeur il tombe. Vous êtes face à un ennemi, vous êtes en danger de mort. Vous tirez, vous pouvez avoir un chargeur qui tombe comme ça. Donc tout le monde le sait que c'était une arme qui était un peu pourrie. Au lieu de changer, d'acheter une autre arme ou d'aller acheter chez des gens qui savent le faire. C'est un truc de chinois encore ça. Ah non, c'est français, c'est ça le problème. C'est bien ça le problème. Donc ils refont. Ils ont été achetés chez Wish. Attends, tu sais le casque pour l'ostéophonie là. Oh putain. Je dérive là-dessus. Mais c'était ça en fait. C'était un casque de chez Wish. Je raconte pas de conneries. Vous auriez vu la qualité, la matière. Donc nous on a fait des missions, on a été sur le terrain avec cet équipement pour le tester. Mais on a tout fracassé. En 2 semaines, on devait faire des comptes rendus sur comptes rendus parce qu'on fracassait tout. Ils ont pris un FAMAS, ils l'ont rendu encore plus fragile. Le FAMAS félin, avec des trucs qui partent dans tous les sens, qui tombent dans tous les sens. Sauf qu'en plus, dessus, ils te mettent une énorme lunette. Je crois qu'elle faisait 1 kg. Donc déjà, le truc, il fait 4 kg. Tu te soulèves, tu essayes de viser. Voilà, j'étais quand même costaud. Je tenais le truc à... Faut être Arnold Schwarzenegger pour tirer, quoi. C'était une plaie. Il faut une grue, tu sais, pour en tirer le... donc voilà, tu as une vision de nuit, tu tires le machin, voilà. Moi j'aime bien lire les choses, les bouquins, des forces spéciales, des commandos marines et tout. Je vois personne qui avait... aucune force spéciale ne se sert du félin. À ma connaissance, encore une fois. Donc on a ça, on a l'ostéophonie Wish qui marche une fois sur 3, qui est tout le temps cassé. Alors ils nous ont promis un super GPS incroyable. Donc on a un GPS au poignet. Est-ce que vous vous rappelez de la Game Boy? Des graphismes de la Game Boy Color. Pokémon sur Game Boy. On se croirait avec Pokémon sur Game Boy Color. Moi, il y avait quand même déjà un iPhone. Hein. J'avais mon GPS de mon iPhone. Quand on allait sur le terrain, je me servais du GPS de mon iPhone. Et j'avais le truc de chez Wish, là, félin, Wish. Tu voyais rien. Tu pouvais même pas t'en servir en fait, du GPS félin. Ça servait à rien.
je sais pas, t'es dans la pampa, t'es sur un piton en Afghanistan ou quoi, tu regardes le truc, mais tu rigoles en fait. Rien que déjà, même dans les forêts vosgiennes, tu peux même pas t'en servir, t'arrives même pas à te repérer, c'est une merde infâme quoi. Donc il y avait ça. Ensuite, ils ont eu là. Alors franchement, je pense qu'il faut avoir au moins bac plus 12 pour pondre ce truc. Il faut des batteries pour faire marcher ce magnifique système. On est d'accord? Cette transmission. Où est-ce qu'on met les batteries? Des batteries au lithium, on te les met ici, sur les côtés. Donc, le lithium, pour ceux qui connaissent un peu, essayez de tirer dans une batterie au lithium et vous allez voir. T'exploses en fait. Ouais, je pense que ça peut faire des dégâts encore plus sympas que juste se prendre la balle en fait. Donc ils nous mettent ces fameuses batteries au lithium, très dangereuses, sur nos flancs. Voilà. Flancs qui sont relativement exposés quand on fait du combat. Et donc au final, ce système félin, porté de manière complète, fait de nous un soldat qui pèse environ 40 kg. Voilà. Donc on a 40 kg de matériel sur le dos. On a essayé de faire des marches avec le système félin complet, c'était une catastrophe. Tu dis 40 kg en plus de ton poids à toi? Ah oui. 40 kg de matériel Oui. sur toi? Oui. Donc on essaye de... Donc tu peux pas t'échapper en fait. Alors, déjà, je n'étais pas des plus costauds, mais je pouvais même pas sortir de mon véhicule blindé. Tu sais, il y a des espèces de trappes, je ne pouvais pas sortir du truc, tellement j'étais bibindomé. J'étais comme ça, j'arrivais même pas à tirer en fait. En fait, il faut être immobile quoi avec ce truc. Et... Ouais, non, mais en fait, la conclusion, c'est que c'est complètement... Bah, déjà, c'était de la très mauvaise qualité. C'est complètement inutilisable en milieu opérationnel. On avait des unités qui étaient parties avec sur des théâtres conflictuels. Et en fait, ils l'ont laissé dans les caisses. Ils sont partis avec les caisses pour dire « C'est bien, vous voyez, messieurs les généraux, vous êtes contents, on l'a pris avec. » Mais sur le terrain, ils ne s'en sont jamais servis. Alors si, ils le sortaient quand il y avait les journalistes. Ah oui. Et nous aussi, on a eu des journalistes qui sont venus nous demander alors le système félin, et on nous avait briefé avant pour nous donner des éléments de langage. On était obligés de dire que le système... Quoi? T'as pas dit que c'était de la merde? Ben, donc, tu le pensais fort au fond de toi? dis bien que le système félin est génial, dis bien que c'est révolutionnaire, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Donc encore une fois... liberté d'expression. Voilà, là... Ça date pas d'aujourd'hui, hein, comme quoi. J'ai envie de vous faire une petite surprise. Et la modique somme de... Non, je ne vais pas le dire. Je vous laisse aller chercher le prix d'un équipement pour un combattant, sachant que dans un régiment d'infanterie, on est à peu près 800, 1200. Entre 800 et 1200 hommes à équiper en félin. Et il y a combien de... Et il y a 15 régiments, 15 régiments. Entre 10 et 15 régiments qui ont été équipés. Donc ça fait plus de 15 000 hommes, à peu près. Il n'y a pas d'argent magique. Et personne l'utilise? Il y a quelques outils dans le système félin qui étaient sympas, genre on a changé de tri, il y a pas eu pas mal de choses intéressantes, mais sur vraiment toute la partie tactique, opérationnelle, matérielle, en fait au final il y a très peu de choses dont on va vraiment se servir, parce que c'est soit de mauvaise qualité, soit inutilisable, soit complètement dépassé. En fait ils nous ont livré un truc qui a 15 ans de retard. Non, mais maintenant on a une technologie ARN qui va transformer l'être humain en robot bionique, tout va bien. Donc voilà, ça c'est une autre chose, une autre aberration que j'ai eu l'occasion de voir durant toutes ces années. Une dernière chose dont je voulais parler. Si vous êtes encore là, c'est bravo, parce qu'il y avait beaucoup de trucs à dire. Ouais, il y a tellement de choses à dire par rapport à ça, c'est très dense. Mais moi je veux vous dire tout aussi, c'est ça. Hein. Non, parce que tu peux pas dire non, pas tout dire. Donc, autre chose qui va vous paraître aberrant. Je connais ça? Oui, tu connais. Je t'ai raconté. Donc, on dépense des milliards dans des chars qui ne roulent pas. On dépense des milliards dans des systèmes félins qui ne fonctionnent pas. Mais par contre, moi, je suis resté en tant que fantassin, en tant que ouais, j'étais censé être permanence, entraîné, voilà, prêt à, en mesure 2, plusieurs mois sans tirer. Voilà. Ah Resté oui, plus de 6 mois. Pampant. Voilà. Je suis resté plus de 6 mois sans tirer une seule cartouche. Donc quand il y a eu le livre blanc sous Nicolas Sarkozy, qui a complètement ravagé les armées. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Voilà, l'armée française s'est
retrouvé avec des soldats qui ne s'entraînaient plus, des fantassins. Je ne parle pas de gens qui sont dans des bureaux, je parle de gens dont c'est le métier de faire la guerre, qui ne se sont pas entraînés pendant plus de 6 mois à tirer une seule cartouche. Dans ma section, j'étais avec des tireurs d'élite qui n'ont pas tiré pendant plus de 6 mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc. Quand on allait faire du terrain, on n'avait pas de munitions à blanc pour s'entraîner. On n'avait pas de balles à blanc. D'habitude, on avait toujours des balles à blanc pour faire quand même un minimum de réalité. Et on était obligé de faire pan, 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 pan. Et j'étais avec un tireur d'élite à côté de moi qui faisait pan, pan. Je sais pas, le mot tireur d'élite versus pan, pan. Tu veux dire le petit lapin? Ouais, il était là, pan, 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 je t'ai tué. Pan le lapin. Tu dois mourir là, c'est bon. Donc ça me faisait complètement monter au plafond, quoi. Il y a eu cette fameuse réforme des armées quand j'y étais, sous Nicolas Sarkozy, qui a littéralement, il y a plein de casernes qui ont fermé, qui a littéralement détruit l'esprit du militaire, ce qu'il en restait. Et on s'est retrouvés... Nous irons ensemble vers le nouvel ordre mondial. Il l'a dit. Hein. Ce qu'il faut bien se dire aussi, c'est que le nouvel ordre mondial, il veut détruire l'identité des armées. Lui, ce qu'il veut, c'est une armée unique, une grosse armée, bien docile, bien à son service, et détruire en fait tout l'ancien, tout ce que nos anciens en fait ont accompli durant des siècles, et que cette identité meurt. Mais moi, j'aime ça. Moi, je suis patriote, j'aime ça, et je veux pas qu'on vienne y toucher en fait. C'est ça qui me met en colère. La question initiale de Céline, c'est est-ce que l'armée est vraiment opérationnelle, l'armée française? Donc je pense que en fait, aujourd'hui tu sais pas, mais tu imagines. J'imagine que ça a continué comme ça. Alors faut faire attention parce que il y a les forces spéciales. Il faut bien comprendre qu'il y a les CPA, il y a le COS et tout ça, où eux ils ont vraiment des moyens. C'est des tout petits groupes. Et où là, vraiment, ils ont quasiment beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de logistique pour aller vraiment sur le terrain. Autre chose qui m'a aussi vraiment déçu, toujours par rapport à la réforme de Nicolas Sarkozy, tout ça, du livre blanc, c'est que l'armée a complètement changé. C'est-à-dire que même dans le processus de formation des hommes, ça a changé. Et il y a eu énormément de directives, de réglementations, de nouvelles normes, de nouvelles normes. Donc c'est-à-dire que quelqu'un qui a fait ses classes en 2005, 2006 ou avant versus quelqu'un qui les a fait après 2008, 2010, c'était complètement différent. C'est-à-dire qu'il y avait une surprotection, une infantilisation des nouvelles recrues qui était absolument aberrante et c'était plus des vrais soldats, sauf bien sûr dans les commandos, dans les forces spéciales, etc. où là ça bouge pas. Et là c'est vraiment très discret et on est obligé, entre guillemets, vu l'émission, de continuer là-dedans. Mais pour tout ce qui est armée régulière, moi j'ai pris 10 jours de trou une fois parce que j'ai fait faire des pompes à un jeune qui est rentré dans ma section et qui ressemblait à rien et je lui ai fait faire des pompes. Donc on m'a foutu au trou pendant 10 jours. Il allait se plaindre. Il allait se plaindre au colonel, il a dit monsieur, lui, il m'a fait faire des pompes, il est méchant, c'était pas noté dans le cahier d'ordre, j'ai pris 10 jours de trou. Donc moi ça m'a complètement dégoûté, quoi. Je me suis dit, moi j'ai pas signé pour ça. Ma conclusion, c'est qu'en fait aujourd'hui on a une armée d'images. Il faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit, qu'elle rentre dans les cases pour plaire aux journalistes, tout simplement. Il ne faut pas qu'elle fasse de vagues. Et voilà, tout le reste, c'est passé à la trappe en quelques années là. Et on a une armée. On a une armée qui est bonne pour taper sur les civils aujourd'hui. Ouais, voilà, c'est un petit peu ça. Non, mais quand tu regardes ce qui se passe aujourd'hui, je veux dire, l'armée, elle est contre notre propre population là. Ouais, c'est grave avec ce qui se passe, quoi. Donc ouais, même au sein de l'armée, j'ai vu cette espèce de médiocrité, voilà, c'est exactement le mot que je cherchais, s'installer, tout ça pour faire bonne figure, pour que ça fasse pas de vagues, pour que les journalistes soient contents. Il ne faut surtout pas qu'on sache qu'à l'armée, on fait souffrir des pauvres petits soldats qui se sont engagés. Enfin, n'importe quoi. Donc il y a eu tous ces trucs-là ça a été le coup de grâce en fait pour moi, de prendre ces 10 jours de trou parce que je m'étais juste comporté comme les anciens s'étaient comportés avec moi, parce que c'était les traditions. Et je me suis dit, en fait, c'est la goutte d'eau, adieu, quoi. Donc voilà, je pense que c'est la conclusion de tout ça. Aujourd'hui, l'armée, c'est vraiment devenu une armée d'image. Je pense que c'est aussi une armée qui est corrompue par toutes les choses que j'ai expliquées, par rapport à ces fameux officiers qui prennent des décisions, et un petit peu comme dans le milieu pharmaceutique, quoi. Ouais. Bah écoute, merci pour ton témoignage en tout cas, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, c'était long, c'était long et dense, mais voilà, je voulais que ça... Voilà, et encore tu as dit 50% de ce ouais. que tu voudrais dire, mais bon. J'ai dit les grandes lignes.
On va rester là. là-dessus. Moi, mon but, encore une fois, c'était juste de vous communiquer ce que j'ai vécu. Après, faites-en. Je suis désolé si des fois je vais un petit peu donner mon avis. C'est comme tu l'as vécu. Voilà, après, encore une fois, c'est comme je l'ai vécu. Si vous avez des personnes dans votre entourage qui ont aussi vécu ces choses-là ou quoi, n'hésitez pas dans les commentaires. Peut-être d'anciens militaires aussi, qui ont quitté tout ça parce que... Qui ont quitté l'institution pour les mêmes raisons que moi ou d'autres raisons que vous pouvez expliquer. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça pourrait vraiment être intéressant, puis peut-être confirmer certaines choses que je dis. Encore une fois, moi j'aime énormément mon pays, j'aime la France. Ce qui me dégoûte, c'est la façon dont nos dirigeants sont en train de détruire notre héritage, détruire ce que nos ancêtres se sont battus pour construire, détruire nos valeurs, détruire la liberté. Voilà, c'est ça qui me dégoûte. Mais je suis patriote et j'aime la France, et si on avait un noble combat à mener pour la France, j'irais sans hésiter, quoi. Donc voilà. Ok. Bon, voilà les amis, c'est terminé. On vous dit à très bientôt pour de prochaines questions d'autres aventures auxquelles on va vous répondre. À bientôt. Ciao.